Bon, maintenant que la chaîne compte bientôt 10 000 abonnés, il serait peut-être temps de te parler du loustic qu'il y a en face de toi. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de mon parcours cycliste. Alors pour ça, je vais diviser cette vidéo en 4 faits marquants qui se sont passés tout au long de ma pratique du cyclisme. Bien évidemment, en premier fait marquant, on va parler de mes débuts sur un vélo. Alors le vélo, je le commence assez tôt, à l'âge de 6 ans. Bon, oui, je savais en faire avant. D'ailleurs, d'aussi loin que je me souvienne, mon tout premier souvenir, c'était sur un vélo. J'étais dans un camping au pied de l'Alpe d'Huez, et dans mes souvenirs, je me revois sur mon petit vélo à roulettes, aller sur les allées avec les mobil-homes sur le côté, et puis des grands sapins de chaque côté de l'allée. Et ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est qu'à mon retour dans la voiture, j'ai dit à mon père, en rentrant, je veux plus les petites roulettes. Donc à bien y réfléchir, c'est pas étonnant que j'aime autant la montagne et j'aime autant grimper des cols parce que mon tout premier souvenir, il était au pied d'un col. D'ailleurs, ce souvenir-là, je pense que je vais t'en parler un tout petit peu plus dans mon dernier épisode de ma très grande traversée des Alpes, car je vais essayer de trouver ce fameux camping. Bon, en fait, quand je dis que j'ai commencé à 6 ans, c'est la compétition que j'ai commencé à 6 ans. Et c'est en cyclocross, sur un vieux VTT tout pourri que j'ai commencé, que j'ai fait ma première course. Et aussi, je crois que j'ai gagné ce jour-là, donc je pense que ça m'a vraiment motivé à continuer. Le cyclocross, c'est vite devenu ma spécialité et ma discipline préférée. Alors, j'étais pas si mauvais en jeu d'adresse, ni sur les courses sur route d'ailleurs, mais je trouvais ça beaucoup moins amusant que le cyclocross. Fait assez surprenant, j'ai aussi fait de la piste, oui. Mais je crois que de toutes les disciplines, c'est vraiment celle que je détestais et je pense que je déteste encore. En plus, quand j'étais sur la piste, ça me donnait vraiment le tournis. Et ça m'étonne pas parce que déjà à cet âge-là, j'avais l'âme d'un petit vagabond, j'adorais explorer plein d'endroits, grimper en haut des arbres, etc. Enfin bref. Donc ça m'étonne pas que la piste, ce soit pas trop mon délire. Et puis en vrai, je vais te révéler un petit secret, en jeu d'adresse sur route et pire sur piste, j'y arrivais pas à gagner, donc ça me motivait un petit peu moins. J'étais souvent deuxième, toujours derrière le même gars, ou très souvent, et ce gars qui s'appelle Rémi Goès, qui est, comme beaucoup de mes adversaires, sont devenus de très bons potes. Par contre, en cyclocross, j'avais pas mal de victoires, et je pense que c'est ça qui me motivait encore plus. Le meilleur souvenir où j'ai levé les bras, c'est même pas en cyclocross. Eh oui, c'est sur la route, enfin sur la route un peu spéciale. Le meilleur souvenir où j'ai levé les bras, je pense, sans trop me tromper, que ça restera quand j'ai levé les bras à l'arrivée d'une étape du Tour de France. C'était en 2008 et il y avait une étape qui partait de la ville d'Aigurande, et comme j'étais licencié au club de cette ville, eh bien, on m'a proposé de participer à un événement. En gros, c'est Culture Vélo qui a organisé ça à l'époque. Ils sélectionnaient un groupe d'une dizaine de cadets et juniors pour faire les 30 premiers et les 30 derniers kilomètres de l'étape. Et c'était trop bien parce qu'on était au cœur du tour. En fait, on faisait même partie de la caravane. Donc pour cette étape-là, l'arrivée était à Superbès. Alors on n'a pas fait les 30 derniers kilomètres parce que ça aurait fait beaucoup, surtout en moyenne montagne. Donc on a juste fait la descente, la dernière descente, plus l'ascension finale qui arrivait à la station de Superbès. On avait une consigne qui était assez simple, qui était de rester en groupe. Donc dans la descente, pas trop de problèmes, même s'il fallait faire attention. Dans le pied de la montée, pas trop de problèmes non plus, mais plus les kilomètres ont passé, plus c'était difficile parce que certains avaient jamais mis les roues dans un col. Et puis il y avait un niveau hyper hétérogène, donc il y avait ceux qui faisaient un peu partie des meilleurs, dont je faisais partie, c'est vrai, et il y a ceux qui étaient un peu plus à la ramasse, qui étaient souvent à la ramasse dans les courses, les compétitions, etc., qui forcément étaient un peu plus derrière. Donc eux allaient à leur rythme, ils montaient tranquillement à leur rythme. Nous aussi, on montait à notre rythme, qui était un peu plus rapide, et on s'est vite retrouvés à 3 ou 4 devant. Et plus on avançait, plus il y avait du monde sur le bord de la route, et c'était complètement fou en fait comme ambiance. T'as la foule qui est là depuis 2 à 3 heures, voire même beaucoup plus, surtout dans les étapes de montagne et de moyenne montagne. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est de voir le spectacle de l'arrivée des coureurs professionnels. Donc quand t'as 3-4 gamins qui arrivent, qui sont un peu foufous et qui veulent aller un petit peu vite, forcément c'est un peu la débandade pour eux. C'est un peu l'apéro, la mise en bouche avant de voir les vrais pros se la donner en plein milieu du col. Alors si tu regardes jamais le Tour de France, t'as sûrement au moins cette petite image où t'as énormément de gens qui tapent sur les barrières, qui encouragent, qui crient, etc., qui sont
Bah beaucoup, hein, sur le bord de la route. Et bien là, c'était exactement ça. Et en vrai, rien que d'en parler, ça me redonne des frissons de me dire que bah, j'étais là, j'étais à la place du coureur, en fait, au milieu de cette foule-là qui te crie dessus pour avancer plus vite. C'était complètement fou et un peu lunaire quand j'y pense. Donc là, dans ma tête, j'étais en mode, bah fuck les consignes. De toute façon, on est trois. S'ils veulent nous engueuler, je serai pas tout seul, donc tant mieux. Et puis de toute façon, bah, ça se trouve, j'aurais qu'une seule chance dans ma vie d'être sur les routes du Tour en même temps que le Tour, à passer sur la même arrivée que les professionnels. Donc bah, j'ai juste envie d'en profiter un maximum. Donc là, il reste un tout petit peu plus que 1 kilomètre. J'étais pas premier, hein. Il y avait un gars qui était parti devant, il avait à moitié attaqué. Moi, j'étais derrière et je me souviens d'un gars qui avait dit « Il est pas loin, va le chercher !» Et je sais pas, ça m'avait foutu des frissons. Je me suis dit « Putain, c'est la seule fois de ma vie que je vais faire ça, quoi !» Je me suis donné comme jamais je me suis donné à l'époque dans mes débuts dans le vélo. Et j'ai été le chercher, ce gars-là, comme si c'était vraiment l'arrivée d'une vraie course. Alors que je vous rappelle, c'est pas une course. Donc là, je le rattrape, je contre-attaque. Et dans ma tête, il y a un truc assez chelou qui s'est passé. J'étais un peu dans une ambivalence, en train de me dire « Non mais je vais pas lever les bras, c'est pas une vraie course. Je vais me taper la honte. On va me prendre pour qui ?» Enfin, franchement, je suis qu'un junior. Non, je crois que j'étais même cadet. Je suis qui pour lever les mains? Et puis, d'un autre côté, j'avais cette partie de moi qui me disait « Mais en fait, on s'en fout. Ça t'arrivera qu'une fois, donc lève-les tes putains de mains et vas-y, quoi. » Et donc la photo parle d'elle-même. Je me suis dit « Ok, bah je vais les lever les mains. Ça sera sûrement la seule fois de ma vie que je vais le faire. Donc vas-y, kiffe à fond. » Et c'était trop bien. Mais j'avoue, c'était un petit peu court et j'aurais bien aimé revivre un petit peu ça parce que c'était une sensation complètement dingue. Bon, bah sinon, au fur et à mesure de mes résultats, je me suis dit qu'il fallait peut-être passer au niveau supérieur quand même. Donc pour passer au niveau supérieur, je me suis dit, avec l'aide de mon père d'ailleurs, qui était cycliste et qui me poussait à fond, d'ailleurs, bah, merci à mes parents parce que sans eux, j'aurais jamais été aux compétitions, j'aurais jamais fait tout ça, et puis même, bah, c'est quand même un budget, hein, mine de rien, donc bah, merci à eux si si j'en étais là, et si j'en suis là, c'est grâce à eux aussi. Donc voilà, à 14 ans, je me dis, ok, il va peut-être falloir rentrer au pôle espoir cyclisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pôle espoir, en fait, c'est une structure où eh bien, tu as des professionnels, des entraîneurs, des mécaniciens, des diététiciens, des kinés, etc. Tout ce petit beau monde t'aide à performer et surtout à t'améliorer dans le but d'atteindre le très haut niveau. Et souvent, les horaires des cours des collèges et lycées sont aménagés exprès pour que tu puisses t'entraîner souvent le mardi, le mercredi, et quelquefois, tu puisses sortir un peu plus tôt le jeudi pour pouvoir t'entraîner. Et surtout, tu as un droit supplémentaire qui était plutôt pas mal, c'est qu'on pouvait avoir du rab à la cantoche, et ça, quand il y a jour de frites, bah, on se faisait bien plaisir. Alors je vais essayer de rentrer au pôle espoir de Guéret. Alors pourquoi Guéret? Tout simplement parce que déjà c'était pas très loin de chez mes parents, mais aussi et surtout parce qu'ils étaient hyper spécialisés dans le VTT, mais aussi le cyclocross. Et ils ont entraîné des mecs qui sont devenus clairement des grosses machines. Par exemple, David Menu vient de ce pôle espoir d'ailleurs. Si vous le connaissez pas, c'est ni plus ni moins que l'un des meilleurs Français au monde en cyclocross. Voilà, rien que ça. Bon, bah la première tentative, c'est raté parce qu'il manquait pas mal de résultats, dont la victoire. L'année suivante, je réessaye un autre pôle espoir qui heureusement était pas trop loin non plus, le pôle espoir de Saint-Amand-Montrond. Et j'ai réussi à y accéder à ce pôle espoir grâce à The Victoire, la plus belle victoire de ma carrière, je pense. Cette victoire-là, c'était lors du championnat régional de cyclocross que je gagne devant un certain Brian Alaphilippe, s'il vous plaît. Pourquoi cette victoire elle est si importante? Eh bien parce qu'en devenant champion régional, eh bien je suis inscrit aux listes ministérielles. Et comme tous les pôles espoirs, ils doivent avoir un quota de coureurs inscrits en liste ministérielle, eh bien ça me permettait de rentrer dans ces quotas, ou du moins d'aider le pôle espoir à rentrer dans ces quotas. Donc tant mieux pour eux, et tant mieux pour moi. J'accède donc au haut niveau et mes entraînements sont enfin structurés et je progresse en un an, je fais des progrès de fou. Allez, c'est le petit moment où je m'emballe un petit peu et je me la pète un petit peu. Pendant ces années-là, j'ai côtoyé des mecs qui sont devenus professionnels ou à minima qui sont allés dans des grandes équipes françaises. Donc on a beaucoup roulé avec un certain Romain Combo qui est moins connu parce qu'il était que à la Pomme Marseille, qui est plus tard devenu Delco quelque chose. Un peu plus connu, un certain Marc Sarro, qui a évolué pendant très longtemps à la FDJ. Voilà, ça commence à parler. Et enfin, on s'entraînait avec un gars qui a pas trop percé, hein,
qui s'appelle Julien. Julien Alaphilippe. En fait, il venait quelques fois aux entraînements parce que son entraîneur, c'était ni plus ni moins que son cousin, et qui était entraîneur aussi, qui s'appelle Franck Alaphilippe. Donc oui, parfois, si je veux me la péter, je peux dire que j'ai été entraîné par le même entraîneur que un double champion de France, français. Voilà. Mais bon, je vais pas en faire trop, d'accord? Ces années-là, j'ai pu faire pas mal de grosses compétitions, dont beaucoup de Coupes de France de cyclocross. Je faisais partie des meilleurs de la région, donc je pouvais courir sous une sélection régionale, donc avec plus de moyens, ou du moins des moyens différents. Et j'étais souvent parmi les 30 premiers Français au niveau... pas mondial, non, au niveau français. Non, mondial, on va se calmer un peu. Alors, faire partie des 30 meilleurs Français, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Et pendant ces années-là, j'ai aussi eu l'occasion de participer à des courses internationales avec un niveau de fou furieux. Je me souviens notamment d'une course avec des Belges qui ont fait une bordure. C'était, je crois, le Tour du Morbihan ou le Trophée Centre Morbihan, un truc comme ça. Mes jambes s'en souviennent encore. Donc voilà, au Pôle Espoir, j'y ai passé 2 ans, j'ai énormément progressé, j'ai énormément appris sur moi, j'ai énormément appris en termes de théorie de l'entraînement, de la diététique, etc. Et surtout, j'ai énormément fait de conneries, surtout à l'internat. On a aussi fait beaucoup de vélo, et tout ça dans une très bonne ambiance, et j'en garde de très bons souvenirs. Et puis la deuxième année, j'étais beaucoup moins motivé. Enchaîner les jours d'entraînement avec la fatigue intense, c'était devenu très difficile, voire même trop difficile. Et j'avais l'impression de passer un peu à côté de la fin de mon adolescence, donc j'avais peur de regretter plus tard. Et puis en plus, j'étais complètement une quiche sur route. En vrai, physiquement, j'étais bon, mais stratégiquement, je faisais n'importe quoi. Je me mettais devant le peloton, je roulais à pleine bille. Puis au bout d'un moment, je pétais et j'abandonnais, ou alors j'étais complètement dans les choux. Enfin bref, j'avais pas des super bons résultats. Et intégrer une équipe 100% cyclocross, bien c'était pas possible parce que à l'époque ça n'existait pas vraiment, c'était en voie d'émergence, mais ça n'existait pas vraiment. Et puis bon, j'avais pas le niveau suffisant, hein. Ma meilleure place c'était 16e sur une Coupe de France. Alors 16e, c'est une super belle place, j'étais hyper content, mais c'était extraordinaire dans ma carrière, hein. J'avais plutôt l'habitude d'être entre les 25 et les 30 premiers, donc c'était un peu dur avec mes résultats d'intégrer le très haut niveau. Donc j'ai un peu lâché l'affaire, je me suis plus concentré sur mes études, j'ai voulu passer le bac sans avoir la fatigue des entraînements. J'ai mis le vélo totalement de côté et j'ai abandonné un peu l'espoir d'être pro un jour, du moins de vivre de ma passion. Comment on fait pour passer du haut niveau à rien du tout, puis essayer de retrouver de la motivation dans le vélo alors que ça t'a quand même fait souffrir? Dans cette partie-là, je vais t'en parler un petit peu plus. Alors, j'ai eu 2-3 années d'errance, hein, sans vélo, sans but précis, sans objectif, sans entraînement en plus. Et pendant ces années-là, je montais sur le vélo, mais c'était plus un réflexe. J'avais vraiment zéro plaisir en fait. Je montais sur le vélo plus par habitude, plus pour essayer de garder un semblant de forme physique. Quand je parle d'errance, c'est vraiment que cette période-là de ma vie, sur le vélo, du moins, j'avais l'impression d'être un zombie, d'avancer sans avoir de but précis, ce qui était complètement le cas d'ailleurs. Je faisais quelques courses parce que c'était tellement devenu mon habitude que je me voyais ne plus en faire du tout. Et puis en vrai, j'avais beaucoup de potes, beaucoup d'amitié, Ouais, c'était tellement habituel, mes week-ends étaient calqués sur le vélo, que c'était bizarre de passer de tout à rien d'un coup. Pour vous dire à quel point c'était l'errance, je me suis mis premier degré à la muscu, à me faire des photos de avant-après, alors que avant je contractais pas et après je contractais, bref. Voilà, on est peut-être tous passés par là, donc on juge pas s'il vous plaît. Et il y a un petit élément déclencheur qui va rebooster mon envie de faire du vélo, c'est d'intégrer Decathlon, de travailler à Decathlon pendant un été, et de rencontrer surtout 2 personnes qui sont assez importantes, c'est Quentin et Jean-Charles. Donc je travaille avec eux, ils deviennent vite mes potes, et puis on se met à rouler un petit peu ensemble, et ils me font découvrir Strava, avec les fameux com. Et il en fallait pas plus pour mon esprit de compétiteur qui était jamais mort, hein, il était juste en berne, pour me dire « Ouais, en fait, ça pourrait être un petit défi d'aller choper des petites couronnes sur Strava. » Là, on est en 2017, et un an plus tard, en 2018, il va se passer un événement qui est assez tragique, mais du moins qui va me faire prendre conscience de pas mal de choses. Alors pour vous recontextualiser un petit peu, j'étais complètement en pleine forme, tout allait bien, physiquement, mentalement, etc. Tout allait bien. Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans l'incapacité d'uriner. Voilà. Je ne pouvais pas, enfin je pouvais aller aux toilettes, mais rien ne sortait. Je forçais, rien ne sortait.
C'était complètement bloqué. Et plus je buvais, plus ma vessie se remplissait, plus j'avais envie d'y aller, plus ça me faisait mal. Imaginez comme si vous remplissiez quelque chose qui peut pas se vider, bah tu te dis au bout d'un moment ça va exploser quoi. Après des examens, les médecins me diagnostiquent une prostatite, donc c'est une infection de la prostate. Il y avait une sorte de petit caillot, enfin bref, il y avait un truc qui empêchait les fluides de s'écouler tranquillement quoi. Et cette prostatite, elle s'est transformée en myélite, une infection de la moelle épinière. Donc pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital avec un cathéter pour uriner. Ouais, j'avais, je crois, 23 ans, quelque chose comme ça. Et la myélite, ça me faisait un truc assez particulier, qui était très difficile à accepter, c'est qu'en fait, de la moitié de mon tronc jusqu'à mes orteils, j'avais une perte de sensibilité. Je marchais moins bien, donc imaginez refaire du vélo, marcher, etc., c'était devenu très compliqué. Cette partie-là, elle était assez difficile à vivre parce que bah, je marchais pas comme je marchais, j'avais pas les mêmes sensations habituelles et surtout j'avais en tête de me dire bah, ça se trouve, je retrouverai jamais l'usage de mes jambes à 100%. Donc peut-être que je remarcherai plus comme avant, peut-être que je ferai plus du vélo comme avant. Et ça, c'était très très difficile à accepter. Quand toute ta vie, tu es habitué à être hyper actif, bouger dans tous les sens, ne pas t'arrêter, aller de l'avant, etc., être cloué au lit, c'est vraiment la pire des souffrances, quoi. En vrai, je vais vous passer tous les détails de tout ce que j'ai vécu à ce moment-là parce que c'est pas trop le sujet. Mais en gros, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. C'est un peu à ce moment précis que bah, j'ai compris que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait, sans avoir de signe avant-coureur. Je veux dire, j'avais 23 ans, j'étais en super bonne santé, il n'y avait rien qui prédisait ce que j'étais en train de vivre, en fait. Ça peut paraître un peu con et surtout très bateau de dire ça, mais je me suis rendu compte qu'on n'a qu'une seule vie, et je pense que tant qu'on n'a pas vécu ce genre de moment, ou qu'on n'est pas passé à côté de ce genre de moment, ben on s'en rend pas vraiment compte. On peut l'entendre dire de plein de personnes, mais on le vit pas vraiment. Et bien là, j'étais en train de le vivre. S'il y a bien une chose que m'a appris le cyclisme pendant les 2 chapitres dont je vous ai parlé, hein, tous les débuts avec la compétition, etc. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est cette capacité de résilience qu'on a et cette capacité à passer au-delà de la douleur. En fait, dans l'hôpital, bah, j'arrêtais pas d'essayer de marcher, je montais les marches, je m'entraînais en fait. C'était comme si je m'entraînais à retrouver l'usage de mes jambes. J'avais cette capacité de résilience à me dire non, ça peut pas m'arriver en fait. Il faut que je passe au-delà de tout ça. Et un jour, alors que je suis encore à l'hôpital, il y a mes potes, Jean-Charles et Quentin, qui viennent me rendre visite et qui m'offrent un magazine de vélo. Ça peut paraître con, les cadeaux qu'on fait de temps en temps, mais parfois, il y en a qui vous marquent vraiment presque à vie, on va dire. Je crois pas que Jean-Charles et Quentin le savent. En tout cas, si vous voyez la vidéo, déjà, merci les gars. Vous savez pas à quel point ce magazine m'a aidé. Mais c'est ça qui m'a donné envie de partir faire et de tester l'ultra-distance. Alors dans ce magazine, il y a un athlète qui parlait de sa participation au Biking Man au Mans. Pour faire simple, le Biking Man, c'est une série de courses ultra-distance qui se passe à travers le monde. Et cet athlète qui s'appelle Bastien Fontaigne, eh bien, il nous disait comment il s'était préparé pour ce Biking Man au Mans, et du coup, il y avait plein d'idées, plein d'astuces, etc., qui étaient plutôt cool à savoir et à connaître. Et au même moment, il y a un pote du pôle, alors c'est pas Rémi Goès dont je vous ai parlé avant, c'est Johan. Il m'a partagé sur Insta le profil d'un gars qui essayait d'établir le record du Paris-Dakar en vélo en moins de 20 jours. Ce gars-là, tu le connais sûrement, il s'appelle Steven Le Yarrick. C'est un aventurier à vélo qui a des projets mais complètement barjots, qui sont hyper inspirants, et d'ailleurs à cette époque-là, ça m'inspirait énormément tous ces projets. Et bim, voilà une petite idée qu'on vient de me glisser dans la tête. Je viens de comprendre qu'on peut faire du vélo autrement qu'en faisant toujours la compétition. Je découvre donc l'ultra-distance. Et dans un coin de sa tête, le petit gamin de 23 ans qui est encore à l'hôpital, il est en train de se dire « Vas-y, je sors de ce foutu hôpital, je fous mes 2 pieds sur les pédales et je pars jusqu'à la mer et je reviens. » Et voilà que 10 mois plus tard, je m'en vais pour rejoindre Saint-Brévin-les-Pins depuis Tours avant de faire demi-tour. En gros, je fais Tours, Saint-Brévin-les-Pins, Tours en une seule fois. Putain, je l'ai fait, je suis à putain de Saint-Nazaire, enfin je suis à Saint-Brévin-les-Pins. Au bout de la Loire à vélo. J'ai passé une nuit
allongé ici avec mon sac de couchage. J'ai pas eu froid, c'était juste que par terre c'était un petit peu dur. J'étais pas du tout équipé, j'étais pas du tout préparé, mais j'avais une volonté de fou, surtout après tout ce que j'avais vécu. Et pendant 555 km, je me suis découvert des capacités dont j'ignorais encore l'existence. J'ai trouvé des capacités de résistance à la douleur incroyables, un mental de fou et surtout une capacité d'adaptation assez dingue que là encore j'ignorais. Et pendant plus de 25 heures de vélo, je peux vous dire que j'ai eu le temps de réfléchir à des nouveaux projets. Ça y est, je voulais me lancer dans l'itinérance. Alors en vrai, l'itinérance, je connaissais déjà un peu, j'avais fait quelques treks dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais à pied. Et aussi, j'avais fait un road trip en Espagne, mais cette fois-ci, c'était avec ma voiture. Surtout, en 2019, j'avais découvert que je pouvais faire de l'autostop et que je pouvais voyager comme ça. C'était parfait pour assouvir ma passion du voyage sans trop dépenser parce que j'étais encore étudiant. Donc en vrai, j'étais équipé pour faire de l'itinérance, mais pour des raisons qui sont assez obscures, je me voyais pas faire de l'itinérance à vélo. Pour moi, c'était plutôt prévu pour des personnes qui ont un vélo spécifique à l'itinérance à vélo, donc avec les grosses sacoches, etc. Enfin bref, le vélo de cyclotourisme dont on voit habituellement. Donc je me voyais pas racheter un vélo supplémentaire, d'autant que de 1, j'avais pas de thunes, et puis de 2, j'avais déjà 2 vélos, un vélo de cyclocross et un vélo de route. Sauf qu'en 2020, eh bien tout ça, ça va changer. Je découvre l'existence des sacoches qui s'accrochent partout, les sacoches de bikepacking. Bon, j'essaye de me renseigner un petit peu sur ce nouveau mode de voyage, mais c'était galère et je devais piocher à droite, à gauche sur des sites un peu loufoques parfois. Et il n'y avait pas beaucoup de chaînes YouTube consacrées 100% au bikepacking. Il y avait quelques vidéos qui traînaient par-ci par-là, mais c'était encore assez rare. La plupart des sites de référence étaient américains, donc c'était écrit en anglais, donc il fallait tout traduire, c'était un petit peu la galère. Et en plus, la plupart des produits qu'ils présentaient n'étaient pas disponibles en Europe et encore moins en France. C'était pas dingue, et franchement, j'aurais trop aimé avoir un guide vraiment spécifique au bikepacking avec tout ce qu'il fallait savoir. Bon, heureusement, maintenant, ce guide, il existe. Et bim, la transition de ma boule pour vous parler que, enfin, mon e-book est sorti. Ouais, je sais, ça fait un moment que je vous en parle, mais ça fait longtemps que j'ai commencé l'écriture, il y a 5-6 mois, je crois bien. Et c'est officiel, je peux enfin vous le dire, ce guide, il est enfin disponible. Pour vous en parler très rapidement, ce guide, il est au format numérique et il comprend tout ce que vous devez savoir avant de partir. Je l'ai créé exprès pour qu'il soit simple, concis et sans blabla inutile qui vient perturber un petit peu la lecture et surtout votre apprentissage. En plus, j'ai mis quelques surprises à l'intérieur, dont du contenu vidéo exclusif qui pourra vous être utile même pendant votre aventure. Ce guide, il est plutôt destiné aux débutants, mais aussi et surtout à ceux qui veulent s'améliorer. Améliorer leur matos, améliorer leur confort, améliorer leur planification. Bref, je pense que même si tu as déjà fait du bikepacking et que tu ne te considères pas vraiment comme un débutant, tu pourras trouver des informations qui seront utiles pour tes prochaines aventures. Je te le dis comme ça, il y a même une partie sur comment trouver son bivouac. Dans cet e-book, tu auras aussi une réduction pour accéder à mes services. Alors j'en parle pas trop pour le moment parce que c'est pas 100% opérationnel, mais ça arrive. En gros, je vais planifier tes futures aventures. Bon, dans tous les cas, pour te tenir au courant, tu peux aller checker la description pour avoir accès au e-book et aussi t'abonner sur Instagram pour avoir plus d'informations sur le e-book et bientôt sur mes services. Bon, reprenons la suite de l'histoire. Donc malgré tout ça, je trouve le moyen de m'équiper pour pas trop cher avec des sacoches topiques et quelques bricolages par-ci par-là. Et à ce moment, je sais pas trop pourquoi, je me dis vas-y, je vais faire une vidéo qui va montrer un petit peu tout mon setup, tout ce que je mets à l'intérieur des sacoches. Donc je pars enfin pour ma première aventure en bikepacking sur le Tour de la Bretagne. C'est une aventure que je t'ai déjà partagée dans un format Storytime qui est présent, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et donc, à la suite de ces 6 jours d'aventure en Bretagne, eh bien, j'ai kiffé, mais genre surkiffé. 2 ans après, je refais plein de petites aventures que je commence à filmer et à documenter et à mettre d'ailleurs sur YouTube. Et j'arrive enfin à trouver un équilibre entre mes 3 passions qui sont faire du vélo, créer des vidéos et voyager. Si on continue mon parcours cycliste, eh bien aujourd'hui, mon année, elle est un petit peu divisée en 3. En hiver, je vais faire beaucoup, voire même exclusivement du cyclocross, qui est ma discipline préférée depuis que je suis gamin. Au printemps, je reprends la route avec quelques compétitions et je fais aussi quelques sorties d'ultra-distance et de bikepacking. Et en été, c'est bikepacking à fond les ballons. Bon, je vais faire une exception pour cette année parce que j'ai pas mal de gros projets en ce moment. Mais comme la vidéo, elle est déjà très longue, eh bien je te laisse t'abonner pour connaître mes futurs projets. En attendant, je te laisse deviner en commentaire quels sont mes nouveaux projets.
Voilà, on arrive à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, je vous ai livré une partie de moi. Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, ils savent que c'est un exercice qui est très difficile pour moi de me livrer autant sur des parties de ma vie. Donc vraiment, merci d'avoir regardé jusque-là. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à parler de moi et à trouver une sorte de légitimité ou à me dire que ça intéresse des gens. En tout cas, peu importe, je vais quand même poster la vidéo parce que voilà, je sors de ma zone de confort encore une fois. Il n'y a pas que sur le vélo que je sors de ma zone de confort, il y a aussi dans des sujets dont j'ai envie de vous parler. Voilà. Bon bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon aventure dans la très grande traversée des Alpes. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!